Attention. J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi. Oui, avant de dire n'importe quoi, on va couper. Nous y voilà. Donc, je n'ai pas l'habitude de répondre frontalement à des personnes, mais lorsqu'autant de non-sens et de vide est distillé, il est important de remettre un peu les choses sur les bons rails pour éviter les manipulations, pour éviter les compréhensions erronées, pour éviter des hérésies. Il y a un discours international qui court selon lequel les Africains du temps de l'esclavage auraient vendu leurs frères. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, les Antillais, nous regardent d'un mauvais œil, parce qu'on a réussi à dédouaner le principal instigateur de l'esclavage pour focaliser leur haine et leur rancœur sur les intendants, sur les simples intendants que ces Africains-là étaient. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont pu être des intendants? C'est parce qu'on a procédé exactement de la même façon qu'on est en train de faire avec cette jeune fille. On n'a pas pris des Africains qui n'aimaient pas leur peuple et on a dit prenez vos concitoyens et donnez-les aux négriers qui vont justement les faire travailler dans les plantations de l'autre côté de l'Atlantique. Non, on a miroité à ces intendants-là un avenir meilleur, on leur a miroité de la lumière, on leur a dit désormais tu feras partie des nôtres, on leur a dit si tu vends tes frères, et on les a obligés de toute façon à le faire, si tu vends ces frères, voici les avantages que tu vas posséder, voici la vie rose que tu vas mener, voici la reconnaissance dont tu vas jouir venant de nous. Autrefois, on procédait par le canon et le fouet. Aujourd'hui, les choses se sont un peu décalées et on utilise la ruse. Donc, j'aimerais dire à notre compatriote, enfin, compatriote, c'est un terme vague. En général, les Africains parlent de sœurs, de frères, de sœurs, parce que nous avons cette culture de l'appartenance, nous avons cette culture de la famille, nous avons cette culture de la chaleur sociale. Donc, j'aimerais dire à notre sœur ici, il ne faut pas qu'on t'utilise. Il ne faut pas qu'on fasse de toi le Maïm Matip, le Fort, le Étienne Eyadema, le Léopold Sédar Senghor des temps modernes. Maïm Matip, après y avoir collaboré avec Omniobé, a réussi à dévier de ses objectifs parce que l'administration, avec pour assistance l'administration camerounaise, dont l'administration de la métropole l'a rallié à sa cause. Étienne Eyadema Gnassingbé a été justement le principal instigateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo en 1963 pour les intérêts de la métropole parce que Sylvanus Olympio voulait s'en émanciper. Léopold Sédar Senghor a estimé que l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Ça veut dire que le noir n'a pas la capacité de penser, c'est l'autre qui doit lui dire comment il pense. Et c'est pour ça que nous avons donc encore aujourd'hui des gens qui ont besoin de la France pour leur expliquer qu'en fait, il ne faut pas que les Africains envoient de l'aide à leur famille. Je veux bien qu'en tant qu'Africain, je veux bien qu'en tant que Camerounais, Sénégalais ou ce que vous voulez, j'ai des contentieux avec mes proches quand je leur dis « Bon, actuellement, je n'ai rien à vous envoyer », mais ça ne regarde que moi. Ce n'est pas à la télévision française qu'il faut aller dire le montant, la fréquence, la façon dont on va acheminer de l'argent à nos familles ou pas, ça relève de la sphère privée, de la sphère personnelle, tant il est vrai que cet argent, on ne l'a pas volé. Il y a des gens qui sont en France, qui ont leurs papiers, certains même qui ne les ont pas, mais qui travaillent de manière honnête et qui gagnent leur vie et qui, justement, acheminent une partie de cet argent selon leur bon vouloir à leur famille en Afrique. S'ils envoient beaucoup plus que nécessaire, ça relève de leur ressort personnel. Ils sont matures, ils sont grands. S'ils travaillent, c'est qu'ils sont matures, ils sont grands. Ils sont les seuls à pouvoir déterminer la quantité d'argent qu'ils envoient à leur famille. Et si la famille demande beaucoup plus qu'ils ne possèdent, c'est à eux de dire à la famille, non, nous n'allons pas vous envoyer davantage. Ce n'est pas sur RMC, ce n'est pas sur Europe 1, ce n'est pas sur BFM TV, ce n'est pas sur France Inter qu'on va aller dire que non, il faut que la diaspora arrête. En quoi est-ce que cela regarde les Français? Ce n'est pas l'argent du promoteur de RMC, du propriétaire de France Télévisions, que j'ai pris ou que mon voisin a pris pour aller donner à ma mère, à mon père, à son cousin, à sa cousine. C'est de l'argent
qui découle de la production qui a été la nôtre. Donc c'est de l'argent souverain. On en fait ce qu'on veut. On ne peut pas prôner l'autodétermination des Africains et s'afficher comme ça à la télévision française en disant aux Français, en fait, mes frères africains, justement, nous, dans la diaspora, on travaille beaucoup pour nos familles et justement, nos familles en Afrique sont des carnassières qui nous prennent tout. Mais en quoi ça les regarde? Est-ce qu'on a déjà vu Christophe Guillo, ambassadeur de France au Cameroun, venir à la télévision nationale et discuter avec les Camerounais de combien les entreprises françaises qui font justement fonctionner la France, Bolloré, Thales, Orange Cameroun, je sais pas, Orange Sénégal, Bouygues, tous ceux qui ont justement leur concession en terre africaine, est-ce qu'on a un jour péroré ou philosophé sur les montants qu'ils doivent rapatrier de leur côté, sachant que la fuite des capitaux est l'un des principaux abcès, l'un des principaux cancers qui nuit à l'Afrique actuellement, tant et si bien que justement, les Africains se retrouvent avec des taux de croissance à presque 2 chiffres, mais qu'on ne voit pas sur le terrain, parce qu'ils sont réalisés par des étrangers qui, justement, rapatrient l'essentiel de leurs biens en terre étrangère. Il ne faut donc pas, ma petite Stella, qu'on t'instrumentalise, qu'on t'utilise et qu'on fasse de toi la petite africaine de service, je n'ai pas voulu utiliser un certain mot, qu'on va après, quand on sera devant le tribunal de l'histoire, brandir en première ligne pour nous dire, en fait, c'est une Africaine elle-même qui avait dit que oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est une Africaine qui avait dit que vous envoyez trop d'argent au pays. C'est une Africaine, c'est l'une des vôtres qui avait dit, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des Africains qui ont une vision totalement différente. Ceux-là ne sont pas sur RMC. On va donc prendre ceux qui sont favorables à l'infantilisation, ceux qui ont besoin de l'avis de la France. Parfois, c'est les Français eux-mêmes qui sont surpris en disant « mais c'est pas possible, comment tu peux dire quelque chose comme ça ?» Mais on sait qu'on s'est y arrangé à trouver cette Africaine-là qui va défendre l'idée selon laquelle « oh là là, ces Africains, c'est paresseux, attention !» On va faire un petit rappel parce que ce type de discours fonctionne sur la méconnaissance de l'histoire. Quand on ne sait pas, on devrait se taire, parce que quand on ne se tait pas, ça crée beaucoup de dégâts. Dans l'extrait que je viens de publier, que je viens de nous faire écouter, elle dit que les Africains s'habituent à des réflexes de mendiants parce que les diasporas envoient de l'argent. Je suis d'accord. Elle est en France, elle a dit ça depuis la France. Thomas Sankara, en 1987, disait la même chose. Les vêtements importés, le riz, l'assistance au FMI, et il y a toutes ces instances, développent en nous des réflexes de mendiants et d'assister. Et la solution de Thomas Sankara était de sortir l'Afrique de là en créant une économie indépendante, en créant une véritable Union africaine, en créant des fonds souverains africains et en abolissant les mécanismes d'infantilisation qui font que nous sommes restés des colonies malgré les indépendances des années 60. Thomas Sankara voulait une économie indépendante, une politique indépendante, des paradigmes culturels, traditionnels, politiques, sociaux, cosmogoniques, indépendants, propres à l'Afrique. Il a été assassiné dans la foulée sous le haut patronat de la France. Donc, on ne peut pas venir dans un pays et dire que les Africains sont des assistés alors que ce pays-là a empêché justement le continent africain d'être autonome, d'être indépendant. Et je le dis sans haine aucune envers la France, c'est un simple rappel de l'histoire. Nous devons développer des relations équilibrées, des relations saines, des relations, on ne va pas dire d'amitié, mais des relations de partenariat plus ou moins respectueux entre nos pays, entre l'Afrique et l'Occident, entre la Côte d'Ivoire et la France, entre le Mali et la France, entre le Cameroun et l'Allemagne, et ainsi de suite. C'est comme ça que cela doit fonctionner. On ne peut pas continuer dans une logique de vassal et de suzerain où nous sommes assassinés systématiquement. À chaque fois, nous voulons l'autodétermination et où après, on a un Africain qui dit « Ah, les Africains, ils ne veulent pas être libres. Il y a des gens qui jouent les mendiants et qui veulent que ceux qui viennent travailler en France, justement, rapatrient toujours, envoient toujours de l'argent. En Afrique, ça ne fonctionne pas comme ça. » Sylvanus Olem, que je venais de le dire, voulait créer la monnaie autonome, le franc CFA, qui, malgré tous les problèmes que cela peut comporter, allait permettre aux Africains, au fil des décennies, de s'habituer à la gestion d'une monnaie autonome, de s'habituer à une économie propre qui réside entre leurs mains, et justement de ne plus avoir à venir en Occident en masse, et de ne plus avoir des familles qui les attendent pour envoyer de l'argent. C'est une réaction en chaîne, et le problème c'est que ceux qui ne comprennent rien aux relations en chaîne sont ce qu'on prend principalement pour amener sur les plateaux télé en France pour dire après aux Africains « Ah, regardez,
c'est l'une des vôtres, c'est votre compatriote, votre sœur qui a dit ceci, donc ce n'est pas nous, on n'y peut rien. Et on va alimenter dans 200 ans l'idée selon laquelle, ah, c'est les Africains eux-mêmes qui avaient vendu leurs frères à la télévision française. Ça ne marche pas comme ça, il faut arrêter avec ça. Lorsque Patrice Lumumba a voulu réformer l'économie congolaise, il l'a dit, on va se réapproprier tout ce que les Belges possèdent sur nos terres. Ça lui a valu l'inimitié des héritiers de Léopold II et ça lui a valu son assassinat en janvier 61. Tous les Africains qui ont essayé de mettre fin à ces rapports de domination qui mettent l'Afrique à genoux et qui obligent les Africains à venir ici pour chercher leur pitance quotidienne et qui justement met les familles dans l'attente, tous ceux qui ont œuvré à faire cela, ils ont été systématiquement liquidés. Donc il ne faut pas qu'on t'utilise, il ne faut pas qu'on fasse de toi le fusible qu'on va jeter après parce qu'il y a monsieur Stéphane Tiki qui a travaillé avec Sarkozy. Il y a des gens qui ont travaillé justement à jouer le rôle que tu joues actuellement et qui ont pensé qu'ils avaient accédé à la lumière, mais tu connais le proverbe. Quel que soit le temps passé dans la rivière, le tronc d'arbre ne sera jamais un crocodile. J'aime beaucoup la revue pour laquelle tu travailles, Le Front Populaire, de Michel Onfray. Je trouve que Michel Onfray est certainement l'une des plus grandes éminences grises que la France possède actuellement. Mais Michel Onfray lui-même a avoué ses limites à bien des égards où il a dit il y a des subtilités dans le monde divers comme il est, des subtilités dans la connaissance, dans la culture, dans le quotidien africain que lui-même ne connaît pas. Donc évidemment, Michel Onfray n'est pas celui qui parle à ta place et qui dit à ta place que les Africains sont des assistés à qui il faudrait couper les vivres. C'est toi le fusible qu'on prend en première ligne et qu'on amène pour dire ce genre de choses. Ce n'est pas une attitude à adopter. Les Africains, lorsqu'ils vont justement développer des relents d'autodétermination, des relents d'autonomie, des relents d'indépendance, on va dire, ah, ils ont une attitude anti-français, il y a un sentiment anti-français au Mali, il y a un sentiment anti-français au Burkina Faso, il y a un sentiment anti-français en République centrafricaine. Lorsque Sylvie Blochet au Cameroun a vu sa sculpture démontée par des activistes en colère, on a parlé de sentiments anti-français, de même que lorsque Christine Robichon, l'ancienne ambassadrice, a été conspuée, on a parlé de sentiments anti-français. On parle de racisme anti-blanc pour diaboliser une envie d'autodétermination. Il n'y a pas de racisme anti-blanc qui tienne. Il y a des Africains qui veulent mener, et j'en fais partie, avec les Européens, des relations équilibrées, des relations de respect. Nous respectons beaucoup les Européens et nous voulons la même chose. On veut sortir de l'infantilisation, mais on ne peut pas en même temps vouloir sortir de l'infantilisation et être diabolisé dedans, et quand on nous emprisonne dans le carcan de colonies et de métropoles, encore dire après que, ah oui, ces Africains-là ne veulent pas s'émanciper, ne veulent pas être indépendants et continuent de vivre dans le giron colonial français. Non, l'émotion, dans le giron de la dépendance, oui, aussi bien aux Français qu'à leurs frères qui sont de l'autre côté. L'Africain aspire à l'indépendance, l'Africain aspire à l'autonomie. L'émotion est maigre comme l'émotion est hélène. Voilà le vrai proverbe. On est tous des êtres émotifs. On pleure, on rit, on se met en colère, on est triste, on est anxieux et tout. On a toutes ces émotions-là, ce sont des humains que nous sommes. De la même manière, on a tous la raison. Et la raison me dit de te dire, ne fais plus ça. Ça ne marche pas comme ça. La petite lumière d'un jour dont tu jouis aujourd'hui va s'estomper comme peau de chagrin dans les années à venir et on ne parlera plus de toi. Parce que lorsqu'on t'a essoré à l'extrême comme une serpillière, tu n'as plus de jus et on te jette et on passe à quelqu'un d'autre. L'histoire ne fait que se répéter. Tu n'es pas la première personne, justement, qui joue ce rôle-là. Et il ne faut pas faire plus que ce qu'on t'a demandé. C'est ça, être plus royaliste que le roi. C'est pour ça que les Français, eux-mêmes, à un moment donné, ils soufflent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc les Africains, non mais, si on arrête d'apporter l'aide à nos familles, ces familles-là prendront la route et viendront en France. Et les mêmes Français diront, ah tiens, ils sont en train de nous envahir. Parce qu'ils ne voient pas les transferts de l'autre côté. Ils ne voient pas qu'ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de café, ni d'arabica, ni de robusta. Ils n'ont pas de bauxite, ils n'ont pas d'uranium. Ils n'ont rien de ce qui fait la richesse de ces pays, de ce qui fait les barres de fer du métro, de ce qui fait l'électricité d'Areva, de ce qui fait justement les principaux pourvoyeurs d'énergie qui font de ces pays les 4e, 6e puissances mondiales. Ils ne voient pas cela. Ils ne voient pas que leur diaspora en nos terres rapatrie l'essentiel des ressources
ressources, l'essentiel des capitaux et même l'essentiel de la matière grise, puisque beaucoup de gens, quand on parle d'immigration choisie, viennent en France justement faire rayonner la France. Donc on ne voit pas les transferts de ce côté-là, on ne voit que ceux de l'Afrique, de l'Europe vers l'Afrique. Et à un moment donné, on se met à dire, ah, les Africains, ils nous envahissent parce qu'on leur envoie tout, ils viennent encore en masse profiter de nos systèmes sociaux, etc. Si on coupe les vivres, comme le proposent certains candidats totalement daltonien et loufoque actuellement, comme il le propose, ben, les Africains vont converger ici en masse et aucune police dans le monde, parce que de toute l'histoire de l'humanité, les migrations ont existé, aucune police dans le monde ne va les neutraliser à la frontière. On va neutraliser certains, d'autres réussiront à l'affranchir et viendront ici. Donc quand on ne comprend pas les réactions en chaîne, le proverbe « l'émotion est nègre comme la raison et Hélène est faux ». Le proverbe « la parole est d'argent, le silence est d'or » est vrai. Alors quand on n'a rien à dire, sachons nous taire, c'est la meilleure façon d'aider les nôtres. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure manifestation de l'amour que je peux avoir envers une sœur qui ne sait absolument pas de quoi elle parle. Il faut que ceux qui comprennent de quoi il s'agit reçoivent la parole et que ceux qui n'y comprennent rien soient mis à l'écart et apprennent jusqu'à ce qu'ils sachent de quoi il s'agit et qu'ils aient enfin la parole. Ou, quand ils prennent la parole, qu'ils la prennent pour dire « je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je ne peux pas parler de choses qui me dépassent ».